direct de Arles, Sud Radio Berkhof Présidentiel, la France dans tous ses états. Eh bien, nous sommes à Arles, nous sommes à l'hôtel Voltaire, en plein centre d'Arles. Et en Arles, il y a, tout près d'ici, pas loin, un village de Camargue. Un village de Camargue qui fut le refuge après 1962 de milliers de harkis parvenus à fuir l'Algérie, parce que n'oublions jamais que des milliers d'entre eux n'ont pas été évacués comme il aurait fallu le faire, et ils ont connu le sort terrible que l'on connaît. Ce village de Camargue s'appelle Mastibert ou Matibert, je ne sais pas. Mastibert, c'est ça. Et donc, nous sommes effectivement, et nous sommes ravis de les recevoir, avec Ali Boualem, qui est membre de l'association des rapatriés et leurs amis du pays d'Arles. Vous êtes le neveu de Bachaga Boualem, évidemment, qui a été le guide de la communauté. Et nous sommes aussi avec Abdelkader Mokhtari, représentant du collectif national Justice pour les Harkis. Et on va parler effectivement de ce projet de loi qui vient de sortir. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, d'abord, Ali Boualem, je voulais savoir comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivé ici. Donc, ça date, 60 ans. Racontez-nous. Alors après la fin de la guerre d'Algérie, donc après les accords d'Évian, le Bachaga Boualem, donc mon oncle, voulait se retirer dans le Haut-Var. Et il avait un de ses amis qui lui avait conseillé une région qui ressemblait à peu près au Arsenis. C'est une région qui se trouvait entre Crau et Camargue. D'accord. Et donc il avait dépêché... Retrouver un peu le pays, quoi. Enfin, voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, mais lui, dans sa première idée, c'était de se retirer au Var. Voilà. Comme il était vice-président de l'Assemblée nationale, donc il connaissait assez bien la France. Bien sûr. Et il avait envoyé mon cousin, son fils Ali, qui est venu prospérer sur le pays d'Arles. Il s'est présenté au maire d'Arles à l'époque, qui était un socialiste, Charles Privat, qu'il avait très bien reçu d'ailleurs, et il avait aidé à trouver ce vieux mas qui était le mas fondu, qui se trouve à 15 km d'Arles. Oui. Et ce vieux mas donc, était délabré, il n'était pas cultivé, c'était des terres vraiment friches, arides. Et donc on s'est installé avec ma famille et une soixantaine de personnes. Nous avons atterri donc sur la base d'Istres par l'armée avec 2 Atlas, Nord Atlas 2000. Et directement, d'Orléansville à Istres. Et d'Istres, donc l'armée nous a ramenés jusqu'au mas fondu, où l'armée nous a mis des tentes pour les jeunes, pour qu'on puisse, les vieux, il y avait 4 chambres, c'était pour les vieux, et nous on avait des tentes, donc on a vécu sous des tentes pendant qu'on fasse les travaux et qu'on s'organise. Et puis par la suite, donc le Bachaga est monté à Paris, donc c'est en 62, c'était au mois d'octobre, septembre-octobre 62. Il est monté voir le gouvernement, il a dit moi je veux récupérer mon arca, qui sont dispersés un peu dans tous les camps de France. Et à l'époque, il a été reçu par le ministre Boulet. Son arca, pardon, l'arca du Bachaga était de combien, à peu près de combien de personnes? À l'époque, je ne sais pas exactement les chiffres, mais je pense qu'on était pas loin de 4000 personnes. D'accord. Peut-être, oui, entre 4000 et 6000 personnes. Il a voulu donc les rassembler. Enfin. Il a voulu les rassembler parce que, qu'est-ce que vous voulez, il les a aidés à s'engager pour aimer la France. Ils l'ont suivi, ils ne voulaient pas les abandonner. Et donc, comme nous on a été rapatriés par l'armée, il s'est un peu inquiété pour son arca. Et donc, alors, il a été voir le gouvernement de l'époque, qui lui a demandé est-ce qu'il pouvait lui faire un camp sur Mastibert. Et donc, il a été écouté par les autorités, en commun accord avec le maire d'Arles, qui a donné 4 hectares de terre pour pouvoir construire ce camp. Et en 63, on a commencé la construction de ce camp. De Mastibert. D'accord. Qui était un camp un peu exceptionnel par rapport aux autres camps de Bias. C'était un camp ouvert où tout le monde pouvait sortir, rentrer quand il voulait. Il y avait une assistante sociale, il y avait une école maternelle, il y avait une salle polyvalente. Vraiment, il y avait une organisation qui était mieux que dans les autres camps. Il faut dire ce qu'il en est. Et donc, tous les harkis qui se trouvaient dans les autres camps ont voulu venir rejoindre le Bachaga. Et donc, on a commencé la première tranche.
Et on a reçu à l'époque, je me souviens, c'était 60 familles. Et puis après, petit à petit, deuxième, troisième tranche. En tout, il y a eu combien de personnes Nous avons eu là-bas 150 familles, exactement dans le camp. D'accord. Et après, c'est vrai qu'il y en a qui sont venus par leurs propres moyens, qu'ils ont pu acheter dans le village. Tout le monde s'est regroupé autour du Bachaga à Massibert, et puis un peu à Arles, un peu dans le pays d'Arles. Voilà. D'accord. Et donc ce camp a été là jusqu'en 1985. Ils ont vécu dans des conditions, il n'y avait pas assez de boulot à l'époque, il n'y avait pas d'entreprise, il a fallu attendre 1970 pour qu'ils puissent, que l'usine de Fos s'installe. Donc pendant pratiquement 8 ans, 7 ans, 8 ans, c'est des conditions difficiles. C'était des conditions difficiles, pas de travail, pas d'entreprise, il n'y avait que des petits... il y avait des artisans, il y avait de l'agriculture. C'est vrai que les gens travaillaient dans l'agriculture chez des paysans, tout ça, mais ce n'était pas des boulots quand même qui... Et les enfants on était installés quand même, le camp était installé à 1 kilomètre du village. Et donc les enfants allaient à pied à l'école jusqu'à Mastibert, ils revenaient, il n'y avait pas les conditions d'accueil qu'il y a aujourd'hui pour ces nouveaux Français qui arrivent. Et donc on a eu des moments très difficiles et voilà. Et à partir de 70, ça a commencé à changer. Et aujourd'hui, alors on parle, alors on est ensemble. Alors, le Mastibert, c'est combien? Il y a toujours combien de familles, combien de... Eh bien aujourd'hui, pour revenir un peu en arrière, en 70, c'est vrai qu'il y avait l'usine de Fos qui s'est installée. Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, donc une grande industrie qui s'est installée, et il y avait beaucoup de travail. Et il s'avère qu'il y avait un colonel qui était DRH à cette entreprise, enfin il était à la direction générale, il a dit: moi je prends les enfants de Harkis et les Harkis. Et il a vraiment recruté presque tout le Mastibert. Il y avait énormément de gens qui ont été recrutés dans des emplois quand même corrects, où les gens gagnaient leur vie correctement et pouvaient par la suite envisager leur avenir et l'avenir de ces enfants, même pour acquérir des maisons et au moins aider leurs enfants à faire des études. Acquérir des maisons et élever leurs enfants. Oui. Et certains sont restés là-bas jusqu'en 85. Et en 85, on a eu un changement de municipalité, parce qu'ici, on a toujours eu une municipalité de gauche. Et donc, on a eu une municipalité de droite qui s'est installée. Et le maire a dit non, il n'est pas normal que ces gens-là vivent encore dans des situations comme ça. Et puis c'est pas normal qu'ils vivent à 1 kilomètre du camp de Massibert. Ouais. Et il a tout fait pour les déplacer donc sur le village. Alors ils ont créé une cité des Harkis, donc spécifiquement pour les Harkis. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, sont devenus propriétaires. Et cité qui existe toujours. Qui existe toujours, oui. Ouais. Nous sommes l'une des plus fortes communautés, ici dans le pays d'Arles. Il y a une communauté de Harkis quand même assez forte. Importante. Voilà. Très importante, oui. Et aujourd'hui, exactement le chiffre pour vous dire, nous sommes peut-être, je ne sais pas, parce que certains sont partis un peu dans Saint-Martin-de-Croix, dans les environs, Tarascon, Arles. Mais dans la région, vous êtes à peu près plusieurs milliers. Ah oui, nous sommes dans la région, vous voulez dire dans les Bouches-du-Rhône? Oui, oui. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est la plus forte. Enfin, il y a le Var et il y a les Bouches-du-Rhône. Moi, je pense qu'il y a autant dans le Var que dans les Bouches-du-Rhône. Mais dans les Bouches-du-Rhône, vous avez des Harkis en milieu ouvert. À Marseille, il y a énormément de Harkis, d'ailleurs auxquels cette nouvelle loi ne sait pas du tout. On va en parler. Mais la situation des Harkis, entre 62, 70, 85, pour vous, elle s'est quand même améliorée, nettement améliorée, et aujourd'hui, elle est comment? Oui, depuis c'est vrai qu'il y a eu quand même une évolution. La communauté Harkis s'est intégrée à la société française, et vous savez, aujourd'hui les jeunes ont fait des études, certains ont créé des entreprises, ils ont essayé d'évoluer, d'être assimilés à ce pays qui est le leur, je veux dire.
Voilà, alors nous sommes organisés même dans nos morts. Nous avons les premiers à faire les caveaux sur Mastibert. On a une organisation quand même de citoyens français à part entière. Et justement, alors, on va un peu parler d'aujourd'hui, on va revenir faire bien sûr Abdelkader Mokhtari. Alors, ça fait exactement toute l'année, on va ou célébrer ou se rappeler des accords d'Évian avec le meilleur et le pire, ce qui s'est passé effectivement. Mais pour vous quand même, moi je voudrais poser la question à tous les deux, mais Abdelkader, est-ce que vous restez avec ce souvenir qu'on peut comprendre que le fait qu'il y ait eu des milliers ou des dizaines de milliers de harkis abandonnés à leur sort en Algérie? Est-ce que quelque chose qui est encore, je dirais pas une plaie ouverte, mais quelque chose à souvenir et un sentiment très difficile à porter, où vous dites, bon, ben c'est le temps, il y a eu des choses terribles et le temps fait son œuvre? Moi je crois qu'on peut toujours considérer que c'est une plaie ouverte. En réalité, ça fait des années qu'on nous militons, Ali Boilem et tant d'autres fans de harkis qui veulent faire toute la lumière sur cette histoire tragique des harkis. Et on voit bien que les années ont passé, les gouvernements ont changé, mais en réalité, on n'a jamais voulu aller jusqu'au bout de cette démarche de vérité. Et on le voit encore aujourd'hui avec cette loi voulue par le président Macron. En réalité, là aussi, les beaux discours que nous avons eus le 20 septembre de la part du président qui a demandé pardon aux harkis, en réalité ne se sont pas concrétisés par les actes forts que nous attendions. Ah bon? Ce pardon, effectivement, les harkis, quand ils ont entendu, les harkis et leurs proches, bien évidemment, quand ils ont entendu ce discours, ont été effectivement très touchés. Parce qu'aucun président de la République n'avait eu le courage de demander pardon à toutes ces victimes. Il n'empêche que ce pardon aujourd'hui est difficile à accepter parce que la réparation qui doit découler de cette reconnaissance des fautes, eh bien cette réparation, nous allons en discuter un peu plus précisément, mais en réalité cette réparation est un nouveau déni de justice. Et elle va exclure des milliers et des milliers de victimes. Alors en quoi, précisons, ce que vous demandez comme réparation et ce que promettait, ou en tout cas laissait entendre le président. C'est-à-dire vous dites en fait, c'est en septembre dernier, nous sommes en février, qu'est-ce que vous attendiez, qu'est-ce qui a été fait ou devrait être fait? Alors, ce que nous attendions d'abord, c'est qu'il y ait un vrai dialogue avec les représentants du groupe social harki. Malheureusement, nous l'avons vu à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat, il n'y a jamais eu de véritable concertation avec les représentants du groupe social harki. Le gouvernement a voulu passer en force, il a voulu aller vite et il s'est donc exonéré de ce dialogue qui était pourtant nécessaire pour que, effectivement, nous parvenions, comme je le dis souvent, à un diagnostic partagé sur les préjudices d'abord qui ont été commis, et ils sont nombreux. Et en particulier, moi je souhaiterais parler un peu plus longuement, si vous le permettez, après peut-être avoir précisé le contenu de la loi des souffrances psychiques qui ont touché tant et tant de harkis, de conjoints et beaucoup d'enfants. On ne pourra pas parler en détail, mais déjà donner l'essentiel, c'est ça qui est important. Alors, bien évidemment. C'est vrai que malheureusement, mais je vous remercie encore parce que vous nous consacrez du temps et il n'y a pas beaucoup de médias qui jouent le jeu parce que cette histoire est méconnue, voire ignorée, et elle mériterait effectivement qu'on puisse en parler, que les représentants du groupe social harki puissent en parler davantage. Tout à fait. Alors sur le contenu, sur le contenu de la loi, bon, il faut savoir que là, donc comme je vous l'ai dit, il y a eu une véritable absence de dialogue et de concertation. Et donc aujourd'hui, nous arrivons avec une loi minimaliste qui prétend réparer, indemniser plus précisément, parce que moi je fais la distinction entre indemnisation et réparation. Elle prétend indemniser un ensemble de préjudices. D'ailleurs, le texte reste très flou. On nous parle de restriction de liberté, voilà, notamment. Mais tous les autres préjudices n'ont pas pu être discutés. Alors excusez-moi, on va en parler tout de suite après une petite pause. Et je voudrais justement revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, en fait, ce qui est important, c'est de dire aux auditeurs, aux spectateurs, qu'est-ce que
qu'est-ce qui manque là-dedans? Qu'est-ce que vous attendez par rapport à nous allons détailler tout ça. Qu'est-ce qui manque? Et je rappelle, Abdelkader Mokhtari, que vous êtes représentant du collectif national Justice pour les harkis. On en parle tout de suite dans un instant au 0826 300 300. Arles. Sud Radio Berkoff présidentielle. La France dans tous ses états. Et oui, dans tous nos États, et Dieu sait s'il y a des communautés, un peuple, des peuples qui sont dans tous leurs États. Et nous sommes avec Ali Boualem, le membre de l'association des rapatriés et leurs amis du pays d'Arles, et avec Abdelkader Mokhtari, représentant du collectif national Justice pour les harkis. Alors je voudrais, d'abord, vous vouliez ajouter quelque chose sur la loi, Ali Boualem? Oui, effectivement, sur la loi, je pense qu'elle a été faite précipitamment et mal appropriée à la communauté harki. On a oublié les harkis des... Il n'y a pas des harkis des villes et harkis des champs, c'est des harkis qui ont servi loyalement, bien sûr, qu'ils ont été rapatriés dans des camps qui sont venus par leurs propres moyens. Mais ce que je voulais dire précisément sur cette loi, c'est que il n'y a pas le côté mémoriel. On n'a pas insisté sur le côté mémoriel. Parce qu'il faut penser à ceux qui n'ont pas pu venir ici en France. Il faut penser aux pupilles de la nation, aux veuves, tous ces gens-là. On n'a pris que le côté dans cette loi. C'est pas si vous avez remarqué, M. Berkoff. Je peux vous dire, je l'ai lu et relu dans tous les sens. Ils ont pris que la période passée dans les camps en France, mais ils n'ont pas pris en compte le déracinement, l'abandon, toutes ces choses-là n'ont pas été prises dans la loi. Et donc il y a côté psychologique, mental, tout, enfin là, et puis plus que ça. Tout à fait. Mais ça, je vais vous dire, en fait, c'est toujours pareil dans les grands drames de l'histoire, et ça a été un drame de l'histoire, c'est qu'après, eh bien, elle appartient au livre, à la mémoire, au film, de faire la mémoire. On en parlera avec un cinéaste d'ailleurs. Ensuite, mais je suis d'accord avec vous. Alors, Abdelkader Mokhtari, essayons de résumer. Qu'est-ce que vous attendez précisément de cette loi et qu'est-ce que vous pensez qu'il va être fait ou pas? Alors, ce qui va être fait, nous le savons déjà, puisque la loi vient d'être définitivement adoptée hier au Sénat. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, le contenu de la loi. Oui. Donc cette loi prévoit d'indemniser pour environ 50 000 personnes, première et seconde génération, donc un ensemble de préjudices qui a été défini donc par le gouvernement. 50 000 personnes. Alors, Ali l'a bien souligné aussi, donc cette loi va concerner... Et on a une idée de chiffre de l'indemnisation. Alors, l'indemnisation, elle est chiffrée globalement à 302 millions d'euros et cette indemnisation va s'étaler sur la durée du prochain quinquennat. D'accord. Donc, comme je disais, comme l'a bien fait remarquer Ali, en réalité, cette loi va concerner des personnes, des harkis et des descendants de harkis qui sont passés par des camps parce que le gouvernement considère que ces personnes ont subi plus de dommages que les autres. Or, il n'en est rien, et même, je dirais que cet argument est complètement fallacieux, et on voit qu'il n'y a pas eu d'études sérieuses sur le sujet, puisqu'on s'aperçoit notamment que dans les cités urbaines, les harkis et leurs familles ont connu beaucoup plus de problèmes d'ordre psychologique, d'addiction à l'alcool, de drogue, de suicide, que dans les camps où il y avait une forme de protection. Exactement. Bon, ça déjà, c'est un premier point qu'il faut souligner, donc, cette exclusion des victimes. Il y a aussi, ce qui est très contestable d'un point de vue juridique et moral, la hiérarchisation des souffrances que met en place ce gouvernement. C'est scandaleux de dire qu'il y a des gens qui méritent une indemnisation plus que d'autres. En réalité, tous les harkis et leurs familles, où qu'ils aient vécu, dans les camps, les hameaux de forestage, les cités urbaines, ont toutes connu de graves préjudices du fait, simplement, des fautes commises par l'État. L'État considérait que les harkis étaient inassimilables. C'est le terme qu'ont utilisé des ministres du général de Gaulle. Officiellement. Et le de Gaulle lui-même, tout à fait, officiellement. Inassimilables. Inassimilables. Alors ça m'a fait bien rigoler aujourd'hui quand j'entends certains politiciens qui veulent devenir présidents, qui nous parlent de l'assimilation. Ils n'ont qu'à regarder ce qui s'est passé pour les harkis et ils comprendront mieux le sens du mot assimilation. Il y a autre chose aussi qui est très contestable, c'est effectivement ce que j'ai dit, la façon dont le gouvernement n'a pas voulu prendre en compte tous les préjudices, les souffrances psychiques dont j'ai parlé, que j'ai évoqué, mais ça mériterait un débat plus approfondi. Le préjudice moral que vous avez évoqué aussi.
tout ce qui concerne également les atteintes aux biens, il faut savoir que quand les rapatriés sont arrivés, excusez-moi, c'est très important, quand les rapatriés sont arrivés, il y a eu 2 grands dispositifs qui ont été mis en place, les aides à la réinstallation pour les personnes qui exerçaient une profession non salariée en Algérie et 4 lois d'indemnisation des biens perdus en Algérie. Pour les rapatriés français d'Algérie, alors, c'est ça. Tout à fait. Vous faites bien de souligner. Alors, c'est en réalité les harkis qui avaient perdu leur nationalité française au moment des accords d'Évian ont dû repasser devant un juge pour souscrire une nouvelle déclaration collective de nationalité française. Et ils ont eu le statut juridique de rapatriés, mais l'État a fait en sorte qu'il y ait 2 catégories de rapatriés, ceux d'origine européenne et ceux ce que l'État appelait les rapatriés d'origine nord-africaine. Et les 2 grands dispositifs, aide à la réinstallation et loi d'indemnisation, il y a eu première ont profité exactement. Alors, et ce qui est scandaleux dans cette loi, c'est qu'on essaye de faire croire que les harkis et leurs familles ont bénéficié des mêmes dispositifs que ceux qu'on appelait les pieds noirs. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Conseil économique et social qui a été fait en 2007, qui démontre que les harkis ont très peu profité de ces 2 grands dispositifs. Et c'est aussi le rapport d'Iffenbacher du nom d'un ancien député du Lot-et-Garonne qui avait souligné que 32 milliards d'euros valeur 2003 avaient été octroyés aux rapatriés d'origine européenne, alors que les harkis n'ont jamais bénéficié de ces 2 grands dispositifs. Et aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que les harkis ont bénéficié de ces aides pour justifier l'indemnisation minimale qui est proposée. Je le rappelle, c'est très important, on a parlé de l'enveloppe globale de 302 millions d'euros. En réalité, il faut savoir que nous avons des barèmes qui vont s'étaler entre 2 000 et 15 000 euros suivant par personne, par victime, suivant la durée de présence dans les lieux qui ont été retenus par le gouvernement. C'est scandaleux parce que c'est une indemnisation qui est indécente au vu des nombreux préjudices subis. Et c'est scandaleux parce qu'on ne tient pas compte de la réalité des faits, des fautes commises par l'État, de ce qui s'est réellement passé, comme je viens de le dire, avec les grands dispositifs qui ont été votés pour l'ensemble des rapatriés. Et là, on voit bien qu'en réalité, et ça c'est un sujet qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les débats qu'on peut entendre à l'occasion de cette présidentielle, en réalité on s'aperçoit que les harkis ont subi un véritable déni de citoyenneté. Et ça perdure. Voilà. Et là, on voit qu'il y a des discriminations qui ont été véritablement organisées par l'État. Et aujourd'hui, la question harki, pardon, Alié, je termine, la question harki met aussi en évidence ce problème de la citoyenneté avec ces populations qui arrivent, qu'on considère comme trop différentes et qu'on considère aussi comme inassimilables, je le répète, et on voit comment, en réalité, comment les politiques d'intégration sont en réalité complètement à côté de la plaque. Mais je crois quand même que c'est très différent ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'immigration et au niveau, je crois que vous faites bien de souligner. C'est le problème, de l'intégration. Moi je parle, quand on parle, si on veut faire un parallèle avec ce qu'on appelle les migrants aujourd'hui, moi je parle surtout de ceux qui sont en situation régulière ou ceux qui étaient comme nos parents quand ils sont arrivés en France, c'est-à-dire des réfugiés qui fuyaient la guerre de leur pays. Parce que c'est un autre problème et dont on va parler beaucoup, mais y compris avec vous. Et on va revenir sur tout ça parce que malheureusement le temps nous est compté. Mais on ne peut pas assimiler, si vous voulez, pour moi, vous n'étiez ni des immigrés clandestins, ni des gens qui cherchent. Vous étiez des réfugiés. Des Français, effectivement, réfugiés par nécessité. Alors, monsieur, oui, mais c'est important, c'est important de rappeler que nos parents ont été déchus de la nationalité française, qu'ils ont dû repasser devant un juge pour redemander cette nationalité, et on les a considérés comme des réfugiés, puisqu'on le voit bien. Mais je voudrais savoir juste un mot. Je voudrais savoir ce que vous pensez, là aujourd'hui, c'est intéressant, c'est que pourquoi on ne demande pas à l'Algérie aussi de s'excuser pour les massacres de harkis qu'il y a eu en Algérie. Alors pourquoi mais c'est très simple à comprendre en réalité. Parce que nous avons côté, mais évidemment, moi je parle de ce qui se passe en France parce que nous sommes sur le territoire français. Maintenant, si on veut aborder la question de la responsabilité de l'État algérien, il y a beaucoup à dire. Sauf que aujourd'hui, tout le monde le sait, nous avons un gouvernement algérien qui est encore plus dans le déni que le gouvernement français et qui instrumente
instrumentalise une histoire pour légitimer son pouvoir. Donc c'est difficile effectivement d'aller demander à l'Algérie de rendre des comptes sur les massacres de Harki. Il n'empêche que je tiens à le dire aussi, la France a une grande responsabilité dans les massacres qui se sont déroulés en Algérie, puisque les accords d'Évian prévoyaient qu'il y avait que ces gens qui resteraient en Algérie devaient être protégés. La France était encore présente en Algérie quand on démarrait les massacres qui se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année 62 et ils ont une responsabilité pénale. Mais je dis simplement, et vous avez totalement raison de souligner, c'est important les 2 poids et 2 mesures, et ça c'est important, et ça dépend du gouvernement français. Je trouve simplement que les autorités algériennes se voient très 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 blanchies dans cette histoire qui ne vous concerne pas, enfin qui n'est pas, qui vous concerne, mais qui n'est pas, on est en France, c'est clair. Mais je crois que si vous voulez, moi c'est ça qui me gêne, c'est aussi ces 2 poids 2 mesures partout. En tout cas, merci Ali Boualem, on va reprendre ça d'ici quelques mois, je vous promets, on refera gentil, Monsieur Berkoff, merci Monsieur Moreau. Merci beaucoup, merci de nous avoir consacré un peu de temps. Et on se retrouve après les informations avec un réalisateur de documentaires historiques, dont un documentaire sur les harkis. À tout de suite. Sud Radio Berkoff présidentielle, la France dans tous ses états. Berkoff présidentiel et non pas Berkoff président, je tiens à dissiper toute mauvaise et fake news par rapport à ça. Non, je ne me présente pas. En revanche, on va continuer, c'est vrai, à parler de l'Algérie. C'était passionnant ce que disaient Ali Boualem et Abdelkader Mokhtari sur le sort des harkis et tout ce qui se passe aujourd'hui avec cette loi et ce pardon entre guillemets. Et quelqu'un, et je suis très heureux de l'avoir avec nous, Bernard Georges est cinéaste, il a signé de très nombreux documentaires, notamment sur Arte, la 5, la 3. Et là, il va sortir son nouveau film, Un si long silence, effectivement. Et ça parle évidemment de l'Algérie. Vous avez déjà fait quelque chose sur le Maghreb, effectivement, en 33-45. Mais je voudrais enchaîner sur ce que vous avez entendu, Bernard Georges. Et donc, vous avez fait un film sur les appelés, c'est ça? Alors, c'est un film qui parle des appelés du contingent. Parce que quand on parle de la guerre d'Algérie, et c'est tout à fait normal, on parle des pieds noirs, et on parle des harkis, notamment en France, mais il y a toute une catégorie de jeunes gens qui sont allés faire leur service militaire à l'époque dans cette guerre qui ne disait pas son nom. Et entre 54 et 62, ils ont été plus de 1,7 million à faire leur service militaire. 1,7 million à faire leur service militaire là-bas, et à avoir été considérés comme à disparaître en fait des écrans de l'histoire, parce qu'en fait ils faisaient leur service à l'époque. C'était quelque chose de naturel pour devenir un homme. Et on les envoyait. Et voilà, et on disait que c'était du maintien de l'ordre, etc. Et en fait, on se rend compte que toute cette génération a quand même été profondément hantés et traumatisés par cet événement, et qui sont rentrés dans un pays qui n'a pas du tout pris en considération leur expérience. Il n'y a pas eu on n'a pas parlé, il y a eu une chape de plomb mise sur leur expérience. Il a fallu des années pour que les jeunes aient commencé à parler. Il y a une étude de l'an 2000 qui notait qu'il y avait environ 350 000 anciens appelés qui étaient encore avec des troubles psychiques, hantés, avec voilà. Et donc en fait, c'est le film essayait, voilà, les atrocités, la torture, etc. Et d'ailleurs, dans le film, on a un jeune appelé qui est lieutenant et qui a une harka sous ses ordres, donc qui est auprès de ces harkis qui ont fait le choix de la France, qui se battent avec lui, dont il est très proche, et qui va être obligé de désarmer. Parce que c'est ce qu'on lui demande de faire, de désarmer ces harkis, et qui les abandonne, et qui jusqu'à aujourd'hui vit dans cette horreur d'avoir abandonné ces hommes qu'il aimait et qu'il n'a pas pu ramener en France. Donc il faut pas oublier tous ces harkis qui sont restés évidemment sur place, qui ont été éliminés par la FLN. Voilà. Et donc, mais le film parle plus précisément donc de cette population de jeunes gens qui sont passés de l'adolescence à l'âge adulte à travers une expérience absolument traumatisante. Près de 2 millions de personnes, quand même. Près de 2 millions. Puis il y a presque 30 000 morts, quand même, sans compter tout ce qui a suivi. Il y a un très fort alcoolisme, des suicides. Enfin, il y a toute une. En fait, c'est à partir de la guerre du Vietnam qu'on va s'intéresser au traumatisme des guerres. Oui. C'est assez étonnant. Et donc, la guerre d'Algérie, ça passe par. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la guerre d'Algérie est passée à l'as de ce point de vue-là, parce que c'est pas une guerre, c'est la pacification. Voilà. L'Algérie, c'est la France, etc., etc.
Et d'ailleurs, la discussion qu'on a aujourd'hui avec ces messieurs qui sont des descendants de harkis, moi je suis arlésien, j'ai été à l'école primaire avec des gosses qui étaient des fils de harkis. Mon ami Momo Rafa, il est né dans un camp, au camp de Rivesaltes en 63. Donc il y a cette espèce de communauté de destin finalement avec cette génération. Et je trouve que ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse à l'histoire en fait. C'est-à-dire qu'on oublie ça, c'est la mémoire, l'histoire. Quand Abdelkader Mokhtari Ali Boualem, le mémorial, c'est important. Comment on peut bâtir quelque chose si on l'oublie si on oublie ce qui s'est passé. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous avez alors Bernard, vous avez donc interviewé. Voilà, alors c'est un film de témoignage, voilà. Donc ça va être, voilà, c'est des témoignages. Donc c'est des témoignages qui sont. On s'est intéressé à la période de leur retour, c'est-à-dire comment ils rentrent, comment on les accueille. On se rend compte que dans leur famille, les gens pensent qu'ils ont passé des vacances, ils sont bronzés. Il y a un vrai décalage. Et en plus, ils sont. Oui, et puis ils sont dans une espèce de déni eux-mêmes, parce que toutes les lettres qu'ils envoient pendant leur service, ils veulent pas inquiéter leur famille. Donc en fait, eux-mêmes créent cette espèce de décalage et ce silence. Et en fait, le film explore ce silence pendant des années il faudra attendre 1999 pour que la République française reconnaisse que les jeunes qui avaient fait leur service en Algérie avaient participé à une guerre. C'est-à-dire que c'est qu'en 1999, donc plus de 39 avant ça n'existait pas. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. C'était du maintien de l'ordre. C'était voilà. Et donc c'est à partir de 1999 qu'une loi reconnaît qu'il y a bien eu une guerre en Algérie, que donc tous ces jeunes ont le statut d'anciens combattants. Et à partir de là, il y a un phénomène mémoriel qui se met en place. Et puis dans les années 2000, c'est surtout la révélation de la torture. Donc là, on a toute voilà. Donc à partir de là, on peut dire que les souvenirs remontent à la surface. Voilà. Et là, le film raconte le retour de ces souvenirs qui remontent à la surface. Quel est le sentiment qui domine chez ces jeunes? Ces jeunes, aujourd'hui, ils ont 80 ans pratiquement, voire un peu plus, et ils ont vraiment le sentiment d'avoir été abandonnés, d'avoir été sacrifiés en fait. D'avoir été sacrifiés au nom d'une histoire qui n'était pas la leur, d'une part, parce qu'on leur avait pas expliqué, puis qu'à l'époque, encore une fois... parce qu'à l'époque, c'est l'Algérie, c'était la France. Oui, puis c'est ce qu'on leur disait. Oui, puis on leur disait même plus simplement que ça, tu dois faire ton service militaire pour être un homme. Donc voilà, oui, c'était un passage obligé pour devenir un adulte. Et ils ont tout le sentiment d'être, allez, je vais employer ce mot, un peu cocufiés, qu'ils ont été tout à fait. Très récemment, il y a eu justement une exposition sur la guerre d'Algérie où il était question pratiquement uniquement des pieds noirs et des harkis comme victimes de cette guerre. Donc les appelés du contingent sont passés par perte et profit. Ils n'apparaissaient même pas dans cette exposition qui a été organisée par l'ONAC. Donc c'était quand même quelque chose d'officiel. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça reste quelque chose qui a disparu des écrans de l'histoire en fait. C'est intéressant parce que ce que vous dites, Bernard, c'est ce que disait Abdelkader Mokhtari et Ali Boualem, c'est une plaie ouverte encore. Absolument. C'est pas terminé, quoi. C'est pas terminé. C'est terminé du point de vue des événements, mais c'est pas terminé dans les consciences et dans les têtes. Absolument. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, évidemment, on arrive au 60e anniversaire, donc on a un peu voilà, nous on a fait ce film autour du 60e anniversaire. Et déjà, dans Le Monde dimanche dernier, il y avait un très bel article de Jacques Henrep, qui d'ailleurs est dans mon film et qui est installé pas loin d'Arles, à Bouillargues, qui est un de ces anciens appelés qui est dans mon film et qui raconte dans le journal Le Monde, un portrait magnifique, tout ce qu'il a vécu et tout ce qui ramène comme traumatisme autour de cette guerre, puisque lui, il a en plus assisté, même s'il n'y a pas participé, il a vu la torture, il a été, enfin, jusqu'à aujourd'hui, il est traumatisé. Donc voilà, ça c'est un élément qui a disparu des écrans en fait. Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant, on arrive toujours à ça, c'est la mémoire. Et ce que vous faites, vous, enfin les auteurs, les écrivains, les cinéastes, c'est les courriers de la mémoire, c'est les lanceurs de l'alerte mémorielle, c'est vrai. Mais bien sûr, mais moi je suis toujours effaré. Je vais dans les festivals, je vais dans les écoles, je présente mes films, mais je suis toujours un peu déçu, comment dire, de voir comment l'histoire disparaît, s'efface. Ce qui manque, je trouve, à la génération actuelle, justement, c'est de prendre le temps de regarder notre passé, de le regarder de près et d'essayer de comprendre comment nous sommes arrivés là. Est-ce que vous savez, alors, vous êtes arlésien, enfin, vous êtes en Paris-Arles, est-ce que vous savez si Arles et la région a quand même fait des choses de ce point de vue-là, que ce soit des manifestations, que ce soit du mémoriel, etc., et pas seulement le musée de la colonisation, etc. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites
à votre connaissance. Non, à part les événements qui sont des événements, les 11 novembre, les fêtes officielles, je n'ai pas le souvenir. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai été à l'école primaire avec des fils de harkis. Vous en parliez Ben, c'est-à-dire, à l'époque, je n'ai pas le souvenir de ce qu'on pouvait se dire, mais j'ai appris assez tardivement, genre quand j'ai commencé à faire des études d'histoire, j'ai appris assez tardivement que des gens comme Momo Raphaël que je fréquentais, qui sont à peu près de ma génération, étaient nés dans un camp de regroupement à Rivesaltes. Je ne le savais pas. J'avais l'impression que c'était mon copain de classe, mais j'ai pris petit à petit conscience de ce que ses parents avaient vécu et ce que lui-même avait vécu. Mais vous savez que pour préparer juste l'émission, on va finir là-dessus. En tout cas, on va regarder. Il sort quand Alors, le film va être diffusé au mois de mars sur France 3. D'accord. En premier sur le 18 mars pour la date anniversaire sur France 3 via Stella, France 3 Corse, mais il va aussi passer sur TV5 Monde, sur toute l'histoire. Enfin, on espère qu'on va avoir un peu de diffusion. Un si long silence, il est temps d'être levé, effectivement. Merci Bernard Georges. Merci. Et depuis l'hôtel Voltaire, on distingue les arènes et vous vous en doutez, c'est l'heure de la corrida.